Euh, Monsieur Alexandre Sobo. Ah, super, magnifique. On le voit. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Alors, On est heureux de vous accueillir avec nous. Ouais, je suis très heureux d'être là, partager une expérience industrielle avec tous ces jeunes. Ça donc va là, forcément être très bien. on a. Alors, je vous l'avais dit quand on a préparé cette semaine, quand on a préparé ce lancement de semaine la semaine dernière, on a mis plus de 1600 jeunes là qui sont connectés pour cette semaine de découverte des métiers de l'industrie. Donc 1600 jeunes qui, à la place de leur stage de découverte en présentiel, ils n'ont pas pu trouver d'entreprise pour la plupart d'entre eux, donc se sont inscrits avec leurs profs évidemment, avec leur établissement scolaire, pour tout de même construire un projet d'orientation, enfin en tout cas continuer leur découverte du monde professionnel, et en particulier cette semaine évidemment en découvrant le secteur de l'industrie. Donc Monsieur Sobo, j'espère que vous êtes prêt, parce qu'on a Je suis prêt. Autant qu'on peut l'être. On a plein de questions à vous poser. Donc, on va lancer une présentation. On va lancer une présentation qu'on a préparée avec beaucoup de soin. En tout cas, on a beaucoup de chance de vous avoir, Monsieur Sobo, parce que vous êtes ce qu'on appelle un dirigeant d'entreprise. Donc, vous êtes directeur général de Holod Group. Donc, directeur général, peut-être que tous nos collégiens et collégiennes ne savent pas ce que c'est qu'un directeur général. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur général, Gwendoline? Alors, est-ce qu'on peut résumer ça comme un chef d'entreprise, Monsieur Sobo? Oui, c'est le patron de l'entreprise, c'est celui qui dirige. Alors après, quand on regarde un peu au quotidien, les enjeux sont à peu près toujours les mêmes. Vous avez un premier qui est d'animer une équipe. En fait, évidemment, autour du chef, il y a une équipe de direction, il y a plein de collaborateurs. C'est de les faire travailler ensemble, c'est d'être à leur écoute, c'est d'être sûr que les choses avancent. Et puis la deuxième grande fonction, ça va être tout ce qui est les décisions. En fait, une entreprise, ça va d'une décision à l'autre. Quel type de produit on lance, quel type de prix on fait, qu'est-ce qu'on demande à tel ou tel client, est-ce qu'on accepte telle ou telle affaire. Et quand les éléments sont compliqués ou que les enjeux sont lourds, en général, le sujet remonte sur le bureau du directeur général, et avec tous les gens qui travaillent avec moi, on essaye de prendre la meilleure décision, et à la fin, c'est le chef qui décide. Alors, donc vous avez abordé deux aspects importants de la fonction de dirigeant d'entreprise, de directeur général. Donc l'aspect animation d'équipe, constitution d'équipe, et puis animation d'équipe, et puis l'aspect prise de décision. Mais avant ça, avant de rentrer dans le détail de ces deux types d'activités, de missions, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots ce que fait Holod Group, donc l'entreprise dont vous êtes le dirigeant? Alors, Holod Group, c'est une entreprise que j'ai la chance de diriger depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Elle fabrique des engins de levage, donc pour que les gens qui travaillent en hauteur, sur un chantier ou pour faire de l'entretien ou pour récupérer des objets tout en haut d'une palette ou d'un rack, vont pouvoir le faire en toute sécurité. Donc, c'est des petites grues. En fait, il y a 4 roues, un châssis, une flèche ou quelque chose qui permet de monter. On met quelqu'un dans la partie qui monte et ça permet, sans risquer de tomber, de l'emmener à son poste de travail en hauteur. Et on vend ça dans plus de 60 pays dans le monde. On est aujourd'hui un peu plus de 2000 personnes et on a 6 usines, dont la moitié en France. Ah oui, d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle une grande entreprise, Holod Group. Oh non, on est une ETI, donc Une ETI. on n'est plus une petite entreprise, mais les grandes entreprises, ça fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous, on fait 500, un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc Encore du chemin. c'est quand même une belle, je dirais une belle réussite entrepreneuriale. Donc si je reformule ce que vous avez dit, ce que produit Holod Group, c'est les chariots élévateurs qu'on voit quand on passe à côté d'un chantier, et quand on voit des Oui, ouvriers ou des techniciens ou des ingénieurs qui sont élevés pour atteindre leur poste de travail. Euh, exactement. c'est grâce à vous. J'aimerais bien que ce soit que grâce à moi, mais on a quelques concurrents, donc c'est pas Alors, toujours des holotes que vous voyez, mais c'est bien cette fonction qu'on remplit. d'accord, ok, très bien. Bah, merci pour cette introduction. Si on revient sur les principales missions, donc on a dit qu'il y avait deux principales missions. Est-ce que ça éveille ta curiosité, toi, Gwendoline? Oui, parce que du coup, par rapport aussi à ce que vous venez de nous dire sur la fabrication d'engins de chantier, vous concrètement, en fait, est-ce que vous êtes souvent sur les chantiers? Enfin, quand vous dites que vous gérez des personnes, est-ce que vous êtes beaucoup au contact de vos équipes?
Alors moi je passe beaucoup de temps au contact de mes équipes, effectivement, parce que la vie d'un industriel, quelle que soit à la limite sa responsabilité, c'est de faire en sorte que les pièces arrivent, les machines soient montées, elles arrivent chez le client quand il y a un problème technique qui soit réglé. Donc en fait, on passe son temps à apporter des réponses à des questions qui se posent tout au long de la journée. On a un enjeu technologique avec une nouvelle technologie qu'on va mettre sur les machines. Donc on fait bosser un groupe de travail avec plusieurs ingénieurs, des techniciens pour trouver la meilleure solution. On a une machine qui est en panne au bout du monde sur un chantier. On va réunir 2-3 personnes pour savoir qui on peut envoyer, avec quelle pièce, bien comprendre ce qui se passe, parce que quand vous devez faire 8 heures ou 10 heures de voiture dans le désert australien pour aller réparer une machine, il vaut mieux avoir emporté les bonnes pièces. Oui, donc, effectivement. Tout un tas de choses comme ça qui sont finalement le quotidien. Et le chef, il a différents collaborateurs, différentes personnes qui travaillent avec lui dans les grands métiers que sont l'industrie, la fabrication, le commerce, le développement, la gestion des ressources humaines, la finance, pour en citer quelques-uns. Et donc, c'est de les voir, de se réunir régulièrement pour savoir comment l'entreprise avance, et puis derrière, prendre les décisions qui s'imposent pour avoir des clients contents. Donc, autrement dit, en fait, dans votre vie de chef d'entreprise au quotidien, vous passez beaucoup de temps avec des équipes, sur des fonctions très très variées en fait. Et comment est-ce qu'on fait quand on est chef d'entreprise pour arriver à dialoguer avec des gens qui font de la finance, avec des gens qui font de la technique pure, c'est-à-dire qui réfléchissent à comment construire vos machines, avec des gens qui font de la communication. C'est quand même des métiers très différents. Alors comment est-ce qu'on fait pour arriver à jongler avec ces différents sujets? D'abord, il faut pas perdre de vue ce qu'est l'objectif, c'est-à-dire finalement les choses sont jamais très compliquées. On a un client à satisfaire, on a besoin d'argent, il faut s'assurer que les comptes sont équilibrés. Donc, au départ, les problématiques d'une entreprise sont assez simples. Dans ces grandes orientations, un client pas content, il va pas racheter, moins vous vendez, plus c'est compliqué. Et à partir de ces problèmes ou de ces enjeux assez simples, on va descendre. C'est l'importance de bien choisir ses collaborateurs, d'être bien entouré. On va descendre plus ou moins dans le détail pour trouver la bonne réponse. Et pour être sûr qu'en ayant réfléchi à l'ensemble des aspects de la question, on a, en notre âme et conscience, pris la meilleure décision, mais on n'est jamais complètement sûr que ce soit la bonne. Vous savez, moi, je connais personne qui se trompe jamais. Et moi, le premier. Le sujet, c'est de se tromper pas trop souvent. Et donc, j'ai l'impression que ce qui est très important, c'est de savoir bien s'entourer, parce qu'on peut pas être spécialiste de tout. En fait, quand on est dirigeant d'une entreprise, il faut faire appel à des personnes qui peuvent bien vous appuyer, c'est ça? C'est à la fois le plus difficile et le plus passionnant. C'est le plus difficile parce que choisir quelqu'un quand on a quelques minutes ou quelques heures d'entretien, c'est jamais simple. On n'est jamais sûr d'avoir tout vu, d'avoir tout mesuré. Et en même temps, c'est le plus passionnant parce que bien s'entourer, avoir des gens très compétents dans tous les domaines, c'est quand même la meilleure façon de réussir. Et donc, c'est tout ce travail qu'on fait. Alors, pas trop souvent. Quand on a des bons collaborateurs, on essaye de les garder le plus longtemps possible. De façon à ce que cet exercice difficile n'ait pas lieu trop souvent, et puis ensuite on fait avancer l'ensemble. Et vous avez dit tout à l'heure que le métier de chef d'entreprise, donc c'était de prendre des décisions, de faire des choix, de résoudre des problèmes. J'ai l'impression d'ailleurs que vous avez soulevé pas mal de problèmes. Donc est-ce qu'on pourrait dire que le rôle de chef d'entreprise, c'est d'arriver à gérer les problèmes et à trouver des solutions pour les problèmes qui se posent au quotidien? Ah oui, encore une fois, la vie d'un industriel, c'est d'aller non pas d'un problème, mais d'un sujet à résoudre à un autre. Ça peut être un enjeu technologique, ça peut être une montée en cadence, ça peut être le lancement de nouveaux produits, ça peut être aller conquérir de nouveaux clients, parce que là, on a beaucoup parlé de l'interne. Mais le chef d'entreprise, alors pas dans cette période de confinement ou de limitation de déplacement, mais de façon générale, notamment pour une entreprise comme Olot qui vend dans plus de 60 pays, c'est aussi beaucoup de voyages pour aller à la rencontre des clients, pour bien comprendre ce qu'ils attendent. Donc, il y a aussi une partie où il faut faire soi-même, il faut entendre les attentes, les difficultés, les besoins pour être sûr que, justement, quand on prendra toutes les décisions qu'on évoquait tout à l'heure, on a emmagasiné le maximum d'informations. Et donc, c'est vrai qu'avant cette période de Covid, je passais plus d'un tiers de mon temps dans les déplacements à l'étranger pour aller rencontrer aux quatre coins du monde tous les clients qui voulaient bien acheter des machines que faisait Olot. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, donc vous passiez beaucoup de temps en fait en dehors de France à aller représenter l'entreprise auprès de clients, de gros clients extérieurs, c'est ça?
Exactement. Et puis ça permet de l'entendre, de comprendre, de montrer aussi l'engagement de l'entreprise sur le terrain, parce que quand un client achète une nacelle, donc nos machines d'élévation de personnes, en général, il l'achète pour 10 ans. Ouais. Donc il a besoin de savoir qu'on sera à ses côtés pendant toute la durée de vie de la machine pour la réparer, lui fournir des pièces de rechange, répondre à ses questions. Donc il y a aussi une dimension relation de long terme qui est tout à fait fondamentale. Et le patron incarne l'entreprise et à un moment donné porte les messages au plus haut niveau. La vraie différence en fait entre le chef d'entreprise et les autres collaborateurs, c'est que il y a plus personne dans le bureau du dessus. Oui, J'ai personne à qui aller poser la question. À un moment, la décision est compliquée, on a des doutes, on a pris des avis, on a réfléchi, on a interrogé des spécialistes. Puis à un moment, il faut décider. Alors, ce que je disais tout à l'heure, on n'est jamais sûr d'avoir juste, mais on a l'impression d'avoir pris le maximum de temps, le maximum d'informations pour essayer d'avancer dans la bonne direction. Ok, très intéressant. Et du coup, ça doit faire des gros horaires quand même. Si on est un tiers de l'année en déplacement, c'est des conditions de travail assez spécifiques au final d'être chef d'entreprise. Et je suppose aussi que ça demande de, par exemple, pouvoir parler un nombre de langues différentes assez importantes. On a justement eu une question d'un élève qui nous demandait justement c'est quoi les compétences nécessaires en fait pour exercer ce métier de chef d'entreprise. Donc je pense qu'il y a parler plusieurs langues et sûrement beaucoup d'autres. Il y a effectivement beaucoup de compétences, mais en même temps, on a chacun ses compétences, ses domaines de force. Il n'y a pas une façon de diriger une entreprise, il n'y a pas une façon de manager. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut aimer le contact humain, il faut aimer échanger avec les gens, il faut avoir envie de faire avancer un projet collectif. Et puis après, il y a des gens qui sont plus rationnels, il y a des gens qui sont plus intuitifs, il y a des gens qui parlent 5, 6, 7 langues. Moi, je parle le français, l'anglais et l'allemand. Ça suffit à mon bonheur. Aujourd'hui, il faut être lucide avec un bon niveau d'anglais. Dans 90% des pays et dans 95% des cas, on est capable de communiquer. Alors, il y a évidemment au fin fond de la Chine des gens qui parlent que chinois, mais on trouve des interprètes. Vous avez, je dirais, l'enjeu, c'est plutôt l'envie d'aller vers les autres, l'envie d'échanger, que ce soit avec des clients, que ce soit avec des fournisseurs, que ce soit avec des collaborateurs en interne. C'est animer des équipes, rencontrer des gens et puis un peu de rationalité, un peu de réflexion pour mettre un peu de logique, je dirais. Quand même, ça aide à prendre les décisions. Maintenant, j'ai quelques collègues, ils sont très intuitifs et ils se trompent pas souvent non plus. Donc, suivant les métiers et les sujets, il n'y a pas de règle. Il faut en avoir envie, il faut savoir réfléchir et après, chacun avec ses forces et ses faiblesses. S'il est bien entouré, il arrive toujours à faire avancer une collectivité qui est une entreprise industrielle. Ok, très intéressant. Alors, je vous propose que on passe rapidement. Alors, on a commencé à en discuter, hein. On a commencé à en discuter, mais on aimerait comprendre quel est votre quotidien. C'est-à-dire, quand vous vous levez le matin, bon, j'imagine que vous prenez un petit déjeuner, mais ensuite, quand vous vous dirigez sur votre lieu de travail ou quand vous allez devant votre ordinateur, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Quelles sont les grandes étapes d'une journée type d'un chef d'entreprise? Alors d'abord, je voudrais rassurer tous ceux qui nous écoutent. Je crois que je suis comme tout le monde le matin. Quand le réveil sonne, je me demande pourquoi il sonne si tôt. Faut pas que les gens se trompent. Et ensuite, effectivement, on se prépare un petit déj, voilà. Et puis la journée de travail commence. Alors suivant l'endroit où on part, si on a un avion très tôt à prendre parce qu'il faut aller un peu loin, ça peut être effectivement 5, 6 heures du matin. Une journée normale, elle commence plutôt entre 7 et 8. Et puis, c'est des échanges. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure. On peut voir des clients, on peut voir des collaborateurs, on peut voir des fournisseurs, on peut voir des banquiers. En général, il y a un sujet à l'ordre du jour. Il faut les convaincre ou de vous acheter quelque chose ou de vous prêter de l'argent ou quand c'est en interne, de les faire avancer et d'être sûr qu'ils ont bien compris les enjeux et ce qu'ils ont à faire. Et vous avez donc, en gros, 2 grandes parties dans la journée. C'est est-ce que vous savez assez du sujet qui va être traité. Donc, c'est la lecture de documents, c'est éventuellement passer quelques coups de fil à d'autres personnes, à d'autres experts que vous pouvez connaître, pour essayer de vous faire la meilleure idée possible des enjeux et des sujets pour être pleinement efficace quand la réunion commence. Puis après, il y a des morceaux de présentation, des morceaux de décision, des morceaux pour bien comprendre. Et on va finalement d'une réunion à l'autre. C'est vrai que quand on dirige, on passe beaucoup de temps avec les gens, à comprendre ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont à décider et à les aider à prendre la meilleure décision quand c'est eux qui sont capables de la prendre ou bien quand c'est une décision transversale à la prendre vous-même. Donc c'est vraiment lecture, analyse de documents,
bien comprendre les enjeux, évidemment, passer des coups de fil avec les uns et les autres, et puis ensuite, en réunion, bien identifier la durée, les sujets, et puis prendre les décisions qui s'imposent. La journée type paraît assez cohérente d'une journée sur l'autre, mais au final, sur des sujets qui sont par contre très, très variés, comme on l'a Très abordé varié. tout à l'heure. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce qui rend l'exercice passionnant, en fait, c'est qu'il n'y a jamais de routine entre, j'allais dire, dans une entreprise, quelle qu'en soit sa taille, finalement, les sujets simples, ils sont, et faciles, ou entre guillemets, ou qui justifient pas d'impliquer beaucoup de monde, ils sont traités par le responsable d'un service, par celui qui sait réparer une machine. Et quand ça arrive sur le bureau du chef, c'est que c'est un peu plus compliqué. Ça implique un peu plus de morceaux de l'entreprise. Et là, bah, il faut effectivement bien comprendre ce qui se passe et prendre ou aider les gens à prendre la meilleure décision possible. Donc, si je résume pour nos collégiens et collégiennes, c'est important de résumer de temps en temps parce que faut savoir qu'ils ont un rapport de stage pour beaucoup à rédiger pour la fin de la semaine. Donc, ils sont en train de prendre des notes là au fur et à mesure qu'ils nous écoutent. Donc, si je résume le quotidien d'un chef d'entreprise, ça va être de réunir beaucoup d'informations, c'est-à-dire donc de lire des documents qu'on va nous donner, de passer des coups de téléphone à des personnes qui sont très compétentes sur certains sujets. Ça va être de réunir son équipe ou ses équipes sur certains sujets pour leur poser des questions. Et puis c'est évidemment aussi d'aller sur le terrain. C'est-à-dire qu'à un moment, pour comprendre un problème, il faut se mettre devant la machine avec les équipes, il faut regarder comment ça marche, il faut évidemment aller dans le détail, comme quand on va avoir des clients, comme quand on va avoir une machine en panne sur un chantier, pour bien comprendre ce qui s'est passé, les conditions d'utilisation. Donc, je veux rassurer tous ceux qui nous écoutent, on passe aussi beaucoup de temps sur le terrain, dehors, dans les usines, dans les bureaux d'études, derrière un écran d'ordinateur, pour comprendre ce qui se passe. Dans toute cette partie d'analyse, je l'évoquais à travers des documents et des échanges, mais c'est évidemment tous les outils possibles qui permettent de se faire la meilleure idée du problème et d'emmagasiner un maximum d'informations. Et en même temps, on est le meilleur sur rien quand on est chef. C'est ça qui est à la fois difficile et passionnant. Si on est bien entouré, on a dans chaque domaine, heureusement, des gens qui sont meilleurs que vous dans leur domaine. Effectivement. Et est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret d'un des derniers défis, gros problèmes que vous avez rencontrés qui est justement arrivé sur votre bureau et que vous avez eu à traiter pour qu'on puisse se projeter dans votre réalité? Bah, vous avez par exemple des sujets de commande. Vous êtes en négociation avec un gros client qui veut vous acheter beaucoup de machines, mais il est très exigeant sur les prix. Et comme vous devez trouver un bon équilibre entre ce qu'il faut faire pour prendre la commande, mais une entreprise doit gagner un peu d'argent pour investir, pour se développer, pour qu'on lui prête suffisamment d'argent pour qu'elle puisse fonctionner. Pour faire tourner une entreprise comme Olot, il faut 400 millions d'euros. Ah oui. Donc il faut garder la confiance des gens, et les gens qui vous prêtent cet argent, il faut quand même qu'ils aient l'impression qu'un jour ou l'autre, où on va pouvoir leur rendre, où on va pouvoir le rémunérer correctement. Donc c'est un équilibre. Donc on va challenger les équipes, regarder les niveaux de marge et puis leur faire une recommandation sur la négociation. Puis quand c'est vraiment compliqué, le cas échéant, décrocher son téléphone ou prendre rendez-vous avec le dirigeant du client pour finaliser la négociation. Donc ça fait partie des choses. Vous pouvez aussi avoir des sujets sur du développement produit. On le voit bien, le monde change, on parle beaucoup de transition écologique. On a effectivement plein de sujets sur les engins de chantier pour, comme les voitures, en fait, les rendre électriques, limiter ou faire disparaître les émissions. Tout ça, c'est plein de sujets techniques. Est-ce qu'on est capable de les résoudre? Parce que une machine qui n'émet rien, ça répond au problème de l'environnement que si elle marche. Ah oui. Parce que si dans un peu de boue, elle s'arrête d'avancer, certes, elle va rien émettre, mais comme elle va servir à rien, on n'aura réglé aucun problème. Et donc, par exemple, sur des enjeux comme ça, on va effectivement discuter est-ce que ce produit, on est techniquement prêt? Dans quel ordre on les fait? Est-ce qu'on fait les plus petites ou les plus grosses d'abord? On va voir arriver plein de questions dans la vie quotidienne. Donc, choix de lancement de produits, solutions technologiques, négociations commerciales, pour en citer quelques-uns. Donc, pour reformuler toujours dans le souci que nos collégiens et collégiennes suivent bien, donc Monsieur Sobo a abordé 2 cas concrets de type de décision ou de problème qu'il doit adresser. Donc, il a parlé d'un exemple d'un client qui est intéressé par acheter les machines de Olot Group. Donc, je rappelle que c'est des chariots élévateurs, comme on les voit sur les chantiers. Donc, il a parlé vous avez parlé d'un client intéressé par ces produits-là, mais qui n'était pas forcément prêt
à mettre le prix de ces machines. Alors, je connais pas le prix d'une machine. Est-ce que vous, d'ailleurs, vous pourriez nous dire si moi, je suis chef d'une entreprise dans le BTP, j'ai besoin d'un chariot élévateur, combien je vais devoir payer pour pouvoir en faire l'acquisition? Bah, ça dépend à quelle hauteur vous voulez aller et ça varie entre 10 000 euros et 200 000 euros pour faire simple. D'accord, ok. Donc, c'est quand même Avec 10 000 euros, vous allez aller à 8 mètres. Avec 200 000 euros, vous allez aller à 45 mètres. À 45 mètres quand même, ouais, d'accord. Donc, on est haut, hein. Quand vous êtes dans votre petit panier à 40 mètres de haut, il faut pas avoir le vertige. Ah oui, ça, je veux bien le croire. Ouais. Compétence essentielle quand on veut faire ce métier-là. Non. Donc, vous l'avez pas dit tout à l'heure, mais effectivement, pour être chef d'entreprise, il ne faut pas avoir le vertige. Enfin, en tout cas, quand on est chef d'entreprise. Si, c'est pas un souci. Il faut. Justement, on a on une y arrive. question du collège Proudhon qui se demande, justement, vous êtes face à cette entreprise qui veut pas mettre le prix de vos machines fixé. Comment vous négociez? C'est quoi vos conseils, vos petites astuces pour négocier avec ce chef d'entreprise en face de vous? Je dirais il y a 3 choses à savoir. D'abord, il faut essayer de bien comprendre, c'est tout le travail en amont, au-delà de la négociation et du fait qu'on est tous pareils. Hein. Si on peut avoir la même chose un peu moins cher qu'avant, on est tous contents. Hein. Donc, il faut bien comprendre finalement quelles sont ses priorités à lui. De quoi il a vraiment besoin? Est-ce qu'il a des sujets techniques? Est-ce qu'il a plutôt recherche une machine pas chère, un peu simple? Donc, il faut bien identifier en fait où sont ses priorités. En face de ses priorités, il faut identifier les forces de votre produit. Ouais. C'est-à-dire s'il a 2 ou 3 enjeux forts, est-ce que vous avez des vraies réponses et est-ce que ce que vous lui apportez va être différent de la concurrence? Donc, bien connaître les concurrents avec les forces et les faiblesses des machines concurrentes pour être le mieux placé possible pour mettre en avant ce à quoi il sera sensible. Et puis après, c'est à un moment donné, c'est savoir dire stop. C'est-à-dire, il faut être prêt. En fait, une bonne négociation, il faut savoir qu'on peut ne pas réussir. Donc, il faut être prêt à perdre la commande. Si vous n'êtes pas prêt à échouer, en fait, vous réussirez, mais vous réussissez à un tel coup que vous réussirez pas longtemps. Donc, oui. Et pour justement éviter que ce phénomène arrive trop souvent, les 2 morceaux précédents sont très importants. C'est quoi la force de votre produit? Est-ce qu'elles sont bien en face des vraies priorités du client? Un bon client, il va jamais vous dire tout de suite tout ce qu'il veut et pourquoi votre machine est super. Hein. Au contraire, il va vous parler de ses défauts, des pièces de rechange qui arrivent pas, du commercial qui a pas rappelé assez vite. Il va vous mettre en condition pour vous dire il est pas très content, faut faire des efforts. Et donc, il faut avoir fait plein de travail avant. En fait, au moment de la négociation, elle est réussie si tout ce qui s'est fait avant, c'est bien fait. On revient sur les réunions, sur les échanges, quand on va voir un sujet qu'on veut le traiter, c'est parce qu'on a bien préparé. Ça avait peut-être référence à des sujets type devoir ou autre, hein, mais on réussit un devoir en général que quand on l'a bien préparé. Dans la vie de l'entreprise, finalement, c'est pas mal, c'est assez pareil. C'est parce qu'on aura bien travaillé les sujets, qu'on aura bien réfléchi avant de s'asseoir en face du client, en sachant bien ce qu'il veut, qu'on a le plus de chances de réussir la négociation et de partir avec la commande à un bon prix. Donc un chef d'entreprise négocie régulièrement avec ses clients ou avec ses potentiels clients. Donc voilà, là, Alexandre Sobo nous a donné tout un tas de conseils pour négocier. Vous, collégiens et collégiennes au quotidien, je pense que vous négociez avec vos parents, par exemple, pour passer du temps, je sais pas, sur l'ordinateur. Dites pas trop fort que j'ai donné des trucs à tous ces jeunes pour négocier avec leurs parents. Je vais finir par avoir des ennuis. Mais en tout cas, je pense que s'il y a quelque chose à retenir pour bien négocier, ça retenez-le, collégien, collégienne qui est derrière l'écran. Pour bien négocier, il faut se renseigner au maximum sur la personne qui est en face de vous. Voilà. Donc, si vos parents, par exemple, veulent que vous ne passiez pas trop de temps devant les jeux vidéo, il faut essayer de comprendre d'abord pourquoi ils veulent que vous ne passiez pas trop de temps dans les jeux vidéo. J'imagine parce qu'ils ont envie que vous vous dépensiez dehors, etc., que vous fassiez vos devoirs. Donc, un bon levier de négociation, c'est de leur dire que vous êtes allé jouer dehors, que vous avez fait tous vos devoirs, etc. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Mais renseignez-vous bien sur les personnes avec qui vous négociez et ce sera une négociation réussie. Alors, on a énormément de questions sur, on les retient depuis tout à l'heure. Donc, on a le collège, on a un collège à Pantin, on a Grégory qui nous a posé plusieurs fois la question, qui est celle de votre parcours. Donc, on va vous poser plein de questions sur, voilà, comment vous en êtes arrivé aujourd'hui à
à être le chef d'une entreprise de 2000 personnes. Parce qu'il y a peut-être plein de collégiens et collégiennes qui aimeraient devenir chef d'entreprise, donc qui aimeraient avoir la clé pour devenir dirigeant. Mais avant ça, on va revenir, je dirais, quelques dizaines d'années en arrière, quand vous étiez adolescent. Quel est votre rêve d'adolescent pour votre avenir? Écoutez, ça remonte un peu loin. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je me suis pas réveillé à 12 ans en me disant que j'allais être chef d'entreprise. Oui, d'accord. Je pense que comme tous les garçons de mon âge, pendant une période, c'était pompier. Après, ça a été astronaute. D'accord. Et puis au moment où on grandit, on arrive effectivement troisième, seconde, on voit que le monde est finalement pas si simple, qu'il y a plein d'opportunités et c'est pas du tout facile de choisir. Donc moi j'ai deux conseils ou deux sujets en tout cas qui m'ont guidé. Le premier, c'est de pas forcément décider trop tôt. Ouais. Parce que finalement vous n'avez pas assez d'informations, vous savez pas toujours tout à fait ce qui va vous plaire. Tant qu'on n'a pas essayé, c'est pas très facile, hein. Bon, l'école, on essaye assez vite et puis ça plaît plus ou moins, mais dans la vie professionnelle et dans les métiers qu'on peut faire, donc aller à la découverte, comprendre ce que font les gens, en voir beaucoup pour se faire une idée, c'est forcément important. C'est pas très facile d'avoir une idée en troisième ou en seconde. Oui, c'est clair. C'est sûr, c'est que l'industrie offre beaucoup d'opportunités. Donc ma deuxième ligne de conduite, ça a été d'essayer de laisser un maximum finalement de portes ouvertes. C'est-à-dire quel type d'études me permet de faire beaucoup de choses. Et une des grandes forces de l'industrie, même si j'ai pas commencé par là, c'est qu'on peut y faire énormément de choses diverses. On l'a vu à travers les exemples que je donnais, mais dans les métiers industriels, du bureau d'études à la conduite de ligne, du technicien qui va réparer des choses sur le terrain parce qu'il aime bien faire ça, à celui qui va plutôt faire de la finance. Enfin, il y a une diversité de métiers extraordinaire. Vous pouvez faire du marketing, vous pouvez vendre. Donc, on est dans un environnement où il y a énormément de choix. Et finalement, il faut pas avoir peur. Il faut être très humble par rapport au fait que, aujourd'hui, on ne sait pas forcément ou on ne sait pas tout. Et on va se construire. On va se construire au fur et à mesure des années. Et effectivement, moi, j'ai plutôt cherché des études d'ingénieur qui, dans cette logique, laissaient un maximum de portes ouvertes. Ouais. C'est vrai que ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire aussi, c'est la rencontre avec d'autres personnes, apprendre à connaître les parcours professionnels de ton entourage, les premiers stages qu'on peut faire qui nous aident en fait à mieux comprendre ce qu'il y a derrière ces métiers rêvés qu'on peut avoir quand on est jeune. Oui. Oui, et puis rencontrer des gens qui sont capables de vous le décrire, ou de vous le décrire, ou de vous le montrer, mais dans le quotidien. Oui, je pense que ça, c'est peut-être un conseil fondamental à retenir pour les collégiens qui nous écoutent. C'est que la meilleure façon, là, vous avez 14-15 ans aujourd'hui, je pense qu'il y en a peut-être certains qui savent ce qu'ils veulent faire plus tard, mais beaucoup probablement ne savent pas du tout. En tout cas, moi, à 14 ans, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Une chose très importante, effectivement, c'est d'essayer. C'est d'essayer des choses, c'est de discuter. Et pour essayer, il y a différentes façons d'essayer, hein. Évidemment, il y a le stage de découverte de troisième. Donc cette année, nous, on va vous permettre de découvrir des métiers de façon virtuelle, mais ça ne veut pas dire que dans quelques mois, vous n'aurez pas la possibilité de faire ce qu'on appelle des mini-stages. Ça, c'est quelque chose qui existe et qu'on peut faire pendant les vacances scolaires. Si par exemple, vous avez été très intéressé par les métiers qu'on peut trouver dans une entreprise qui produit des chariots élévateurs, si vous êtes très intéressé par ce que c'est qu'un chariot élévateur, faites un mini stage, envoyez une candidature à Monsieur Sobo et peut-être qu'il vous accueillera en mini stage. Enfin, voilà, mais en tout cas le message c'est vraiment d'essayer des choses. C'est la meilleure façon de vous aider à trancher en faveur d'un secteur d'activité, un métier ou un autre. Et Monsieur Sobo, on a deux petites questions là qui sont remontées des élèves. On vous demande déjà, est-ce que c'est vous qui avez fondé l'entreprise Olotte ? Alors non, c'est pas moi qui l'ai fondée puisqu'elle existe depuis 1881. Donc j'ai beau avoir beaucoup de cheveux blancs là, je peux pas faire illusion. C'est une entreprise industrielle qui a commencé son activité dans le matériel pour l'industrie pétrolière et les forages. Ah oui, d'accord. Avec tous ces outils où il fallait mettre des grosses choses et les descendre sous terre. Donc il fallait des engins, il fallait des machines, il fallait des choses pour les porter. Et puis après, ça a évolué vers l'industrie ferroviaire, vers le TP, les grues mobiles.
Et en fait, c'est une entreprise qui a été reprise par mon père en 1985, au moment de la faillite de Creusot-Loire, à un moment où elle était promise à la disparition. Donc, c'est quelque part une deuxième renaissance. Et elle a redémarré avec quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 ou 5, et un peu moins de 50 personnes. Ah oui. L'année dernière, enfin en 2019, on va oublier 2020, une année un peu exceptionnelle, on a fait effectivement 600 millions d'euros de chiffre d'affaires et on était un peu plus de 2000, donc une vraie trajectoire de développement. Et moi, j'en ai repris la direction 20 ans plus tard, après avoir travaillé dans différents secteurs et après avoir rejoint l'entreprise en y faisant aussi plein de choses avant d'en prendre la direction. Sachant que vous, ça fait combien de temps que vous avez repris la direction de cette entreprise? 15 ans, un peu plus de 15 ans maintenant, et un peu plus de 20 ans que j'y travaille. Et quand vous êtes arrivé dans cette entreprise, vous aviez déjà 2000 collaborateurs ou vous étiez… Non, à l'époque, elle faisait quelques centaines de personnes. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc vous avez multiplié par 15 ou 20. Il y a eu des hauts et des bas, mais oui, ça s'est bien développé. La taille a quadruplé au moins. Alors on va s'intéresser, si vous le permettez, à votre parcours, c'est-à-dire on va revenir au lycée, dans votre première expérience professionnelle, etc. Et avant de s'embarquer là-dedans, on a une question à poser à nos collégiens et collégiennes à propos de votre carrière, parce que au tout début de votre carrière, vous avez bossé. Alors aujourd'hui, vous êtes dans le privé, vous êtes dans une entreprise de 2000 personnes qui fait des chariots élévateurs, mais vous avez commencé à travailler dans ce qu'on appelle la fonction publique. Donc vous avez travaillé dans des administrations. Et on pose la question aux collégiens et aux collégiennes. On pose quelle question, Gwendoline? Eh ben, à votre avis, dans quel ministère Alexandre Sobo a travaillé au début de sa carrière? Donc, on a plusieurs choix, le ministère de la Défense, le ministère de la Culture ou le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, on va laisser quelques temps aux collégiens et collégiennes pour deviner dans quel ministère a travaillé Alexandre Sobo. Donc, ministère de la Défense, qu'on appelle aujourd'hui le ministère des Armées. Voilà, ça change de temps en temps, mais on comprend bien l'idée. C'est le ministère qui représente la France sur le terrain, sur les lieux de combat, les lieux de guerre, donc le Mali aujourd'hui par exemple. Donc voilà, donc c'est le ministère des Armées. Est-ce que Alexandre Sobo y a travaillé? Est-ce que Pour l'instant, les élèves n'ont pas l'air de penser que vous avez travaillé au ministère de la Défense. Ils vous voient pas trop dans l'armée, Monsieur Sobo. C'est ça. J'aurais dû mettre mon képi pour faire l'interview. Donc voilà, on dévoilera dans quelques minutes si Alexandre Sobo a effectivement été gendarme. Voilà, enfin on garde le suspense pour l'instant. Il y en a quelques-uns qui pensent quand même, c'est une minorité parce que on est à 10%, mais qui pensent que vous avez travaillé pour le ministère de la Culture. Donc ça, on va le découvrir assez rapidement. Et la plupart considèrent que que vous êtes probablement un bon financier. Parce que la plupart pensent que vous avez travaillé surtout pour le ministère de l'Économie et des Finances. Et c'est vrai que ça peut paraître logique, chef d'entreprise, ministère de l'Économie. Je pense qu'on voit bien le lien. Oui, effectivement, je pense que on va en reparler, mais je pense qu'on a parlé des compétences pour être un bon chef d'entreprise. Je pense qu'être bon en maths et savoir faire des calculs rapides, etc., et comprendre un peu comment est géré l'argent de l'entreprise me paraît être quand même une compétence très, très importante. Et en même temps, moi, j'aimerais bien vous questionner justement sur est-ce que c'est la même chose de gérer l'économie d'un pays ou l'économie d'une entreprise? Alors déjà, avant ça, on va effectivement poser ce genre de questions, mais on va clôturer les votes peut-être. Oui. Donc, effectivement, la grande majorité, l'écrasante majorité des 1600 jeunes qui nous écoutent pensent que vous êtes passé par le ministère de l'Économie et des Finances. Alexandre Sobo, je vous laisse nous dévoiler quelles ont été les premières étapes de votre parcours. Alors en fait, dans la première partie de ma carrière, j'ai travaillé dans les 3 ministères que vous avez proposés. Ah bon, d'accord, ok. Et j'ai commencé par le ministère de la Défense, où on ne fait pas que défendre, on produit, on conduit des projets. D'accord. On conduit tous les projets de matériel militaire.
Et en fait, c'est dans cette partie-là du ministère de la Défense que j'ai commencé ma carrière dans la gestion et la conduite de projet. Une expérience très utile là aussi pour organiser les tâches, pour avoir une bonne conscience des délais et des coûts. Ça m'a été très utile. Ensuite, je suis parti au ministère des Finances. D'accord. Donc, j'ai bien été au ministère des Finances pendant un peu plus de 2 ans. Et puis, j'ai aussi travaillé un peu moins de 2 ans au ministère de la Culture, au cabinet d'un ministre en charge de la culture et de la communication au milieu des années 90. D'accord. Donc, vous avez quand même navigué. Donc, il n'y avait pas de mauvaise Voilà, il n'y a pas de réponse, en mauvaise fait. réponse. Donc, bravo. Ils sont sympas dans le sondage. Il n'y avait aucune mauvaise réponse. Voilà, j'avoue que j'ai encore un peu voulu jouer avec nos amis collégiens. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans ces 3 expériences, vous avez vu des facettes de l'État et des facettes de l'administration quand même très, très différentes. Oui. Alors, on va… Ah ben, j'y ai appris plein de choses. J'y ai vu plein de gens engagés et passionnants. Ouais. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a parfois une lourdeur, compte tenu de ce qu'on gère de l'argent public, des procédures, des textes, qui fait qu'on a parfois l'impression d'avancer un peu plus vite dans le privé que dans le public, mais on peut aussi faire plein de choses passionnantes. Et est-ce que vous voyez du lien justement entre vos métiers dans la fonction publique et dans l'entreprise? Enfin, je répète ma question de tout à l'heure. C'est vrai que moi, ça m'intéresse de savoir est-ce que on gère de la même manière le budget d'un État et le budget d'une entreprise? Ben, on n'a pas tout à fait la même contrainte, mais le fait, et notamment parce qu'il y a, j'allais dire, l'entreprise, sa ressource, c'est son chiffre d'affaires, et son chiffre d'affaires, il faut le gagner tous les jours, et il n'est pas garanti. Alors que l'État, sa ressource, c'est de lever l'impôt, et jusqu'à nouvel ordre, Oui. c'est pas une option que de le payer. Oui, quoi. Donc ça fait quand même une vraie différence dans le premier moteur, mais une fois que ce point-là est passé, bien gérer l'argent, ne pas en dépenser trop, se poser la question de ce qui est utile et de ce qui ne l'est pas, définir des priorités, ce sont des pratiques qu'à mon avis, il faut qu'elles continuent à exister, tant évidemment dans le privé par la contrainte, mais aussi dans le public, parce que finalement, le public gère l'argent des impôts, donc l'argent de nos concitoyens, et il a une obligation de le gérer le mieux possible. Parce que s'il peut en prendre un petit peu moins, je pense que peut-être que nos auditeurs aujourd'hui sont pas encore complètement conscients de ce que c'est que de payer des impôts, mais quand on commence à en payer, on est naturellement sensible au fait qu'ils soient bien utilisés. Bah oui, effectivement, ouais, tout à fait. Et pour revenir avant vos expériences ministérielles, est-ce que vous pourriez nous dire quel choix d'orientation, parce que là nos collégiens, donc on est en février déjà, dans quelques semaines vont faire leur choix à Felnet, donc c'est-à-dire qu'ils vont décider s'ils vont s'orienter en voie générale ou en voie professionnelle. Vous, est-ce que vous vous rappelez au collège, au lycée, qu'est-ce qui a guidé vos premiers choix d'orientation? Oui, assez bien. En fait, j'étais pas mauvais en maths et je savais pas très bien ce que je voulais faire. Et donc, j'ai assez vite, en parlant aux uns et aux autres, fait le diagnostic que j'évoquais tout à l'heure, qui est une formation d'ingénieur. Ça me permet de m'appuyer sur des choses que je fais pas trop mal et ça laisse un maximum de choix ouverts à la sortie, puisqu'on peut faire du conseil en stratégie, de l'industrie, de la finance. On avait beaucoup de champs possibles, évidemment, dans les travaux publics, pour construire les bâtiments, pour les calculer. Donc, ça laissait un choix extraordinairement vaste. Et compte tenu de mes meilleures matières à l'école, si je puis dire, ça m'a paru naturel de plutôt m'appuyer sur mes forces que sur mes faiblesses. Bien sûr, bien sûr. Ça, je pense que c'est un conseil, je dirais, à emporter pour les collégiens. Une des façons… Mon prof de français n'était pas complètement enthousiaste à l'idée que je fasse beaucoup de philosophie. D'accord. Mais bon, depuis, j'ai fait des progrès. Hein. Il n'y a rien d'irréversible non plus, mais il faut à la fois, je pense, bien voir ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on aime, et puis en même temps ce qu'on sait faire. Et d'ailleurs, on évoquait voie générale, voie technique. Il n'y a pas de mauvaise solution. Je pense qu'on a fait beaucoup ces dernières années. On a besoin de tout dans nos entreprises, notamment industrielles. Et il n'y a pas une voie meilleure qu'une autre. Il y a surtout celle qui vous convient et celle qui vous convient pas. Et je pense que c'est ça qui est important. Moi, je dis, il y a des gens qui apprennent bien avec la tête et quand ils ont compris, arrivent à faire avec les mains, quels que ce soit des calculs, des machines, des produits. Et puis, vous avez des gens qui ont besoin de faire, de toucher pour bien comprendre comment ça marche. Et aujourd'hui, on a peut-être eu dans le passé un tropisme
en préférant un par rapport à l'autre. Aujourd'hui, en tout cas, dans nos entreprises et dans nos entreprises industrielles, on a besoin de gens qui ont envie, on a besoin de gens qui ont des compétences, mais on n'a plus de tabous, de doctrines ou de règles. On a besoin de gens qui ont envie de faire des choses et qui ont envie de venir chez nous. Et il y a tellement de jobs passionnants dans l'industrie qu'il ne faut pas qu'ils hésitent. Hein. Donc n'hésitez plus, collégiens et collégiennes qui nous écoutez, n'hésitez plus, continuez. De toute façon, c'est l'objet de la semaine. On va découvrir les métiers d'industrie. Donc voilà, et n'hésitez pas après cette semaine à poursuivre votre découverte de ce secteur qui, je crois, est passionnant. Et ce qui est intéressant, là, je trouve à retenir, c'est vrai que c'est de mixer ces éléments-là pour construire son projet d'orientation. Donc les matières qu'on aime bien à l'école et sur lesquelles on est fort, c'est quoi ces hobbies et les passions, ce qu'on a envie de développer dans son travail plus tard, et ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, maximiser les échanges avec des professionnels pour en apprendre plus sur les métiers pour faciliter son orientation. Donc, que des conseils que vous avez mis en œuvre vous-même dans votre propre parcours. Oui, puis il y a quand même une chose qu'il faut dire, on n'est pas prisonnier non plus. C'est-à-dire, on a commencé, on a fait quelque chose. Dans une carrière, il y a des opportunités, il y a des occasions d'apprendre des choses, de se former de façon complémentaire. On a des chefs qui, normalement, sont là pour vous aider à progresser, vous apprendre des choses. Donc, en plus, ce qu'on a choisi au début, on peut le faire toute sa carrière, mais on peut aussi, à certains moments, évoluer s'il y a l'envie, s'il y a un minimum de savoir-faire. Il y a plein d'opportunités de bouger. Et donc, vous avez fait un bac scientifique et après, vous avez fait une école d'ingénieur qui s'appelle Polytechnique. Donc, peut-être que tout le monde ne connaît pas l'école Polytechnique. Mais voilà, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est une école d'ingénieurs prestigieuse, parce que c'est peut-être une des meilleures écoles d'ingénieurs en France. Et nous, il y a quelque chose qui nous tient à cœur avec Gwendoline et puis de manière générale dans notre métier d'aide à l'orientation, c'est d'inciter les jeunes à avoir de l'ambition pour eux-mêmes. Donc, ne pas hésiter à se dépasser et à viser le plus haut. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à accéder et qu'est-ce qui vous a permis d'accéder à Polytechnique et quels conseils vous donneriez à un jeune qui est bon en maths, par exemple, ou à un jeune qui a envie de faire des études ambitieuses pour y arriver? D'abord, effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, c'est certaines compétences et des résultats qui étaient corrects. Après, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, c'est une formidable leçon. Parce que apprendre à travailler de façon intense, mais aussi apprendre à travailler de façon efficace, finalement, c'est très utile après. Dans la vie quotidienne, quel que soit votre travail et vos responsabilités, si vous arrivez à faire des choses en une demi-heure plutôt qu'une heure, ça vous permet ou de faire plus de choses ou d'avoir plus de temps libre. Donc après, c'est un cursus exigeant, hein, les classes prépa et les écoles d'ingénieurs. C'est quelque chose de très exigeant, ça convient pas à tout le monde. C'est une formidable leçon d'exigence et d'efficacité. C'est aussi l'occasion de rencontrer plein de gens. Moi, tous mes amis de jeunesse sont quasiment tous des amis de prépa de cette période où on partage beaucoup ensemble parce qu'il y a de la pression, parce qu'il y a plein de défis, parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Et puis je vous dis, après, c'était vraiment l'idée de pas se donner de limites au sens d'essayer le mieux possible, finalement. Et puis après, on voit ce qui se passe. De temps en temps, on a de la chance, de temps en temps, on en a moins. Quand on a beaucoup donné, quand on s'est investi et qu'on n'a pas de regrets, c'est ça qui est important, en fait. Le sujet, c'est pas tant le résultat que les regrets. C'est de se dire, j'ai pas fait ce que je souhaitais et c'est quelque part de ma faute parce que j'ai pas assez préparé, j'ai pas assez travaillé. Enfin, je reviens sur la négociation avec un client, hein. On gagne pas toutes les affaires, sinon on serait le roi du monde. Ce qu'il faut, c'est en sortant de la négociation et de la fin de la négociation, se dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, parce qu'on a bien préparé, bien analysé, bien discuté pour prendre la commande, puis après, on la gagne, j'espère, plus souvent qu'on la perd. Et en fait, finalement, dans un process de formation, quand on sait pas toujours ce qu'on veut faire, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire et est-ce qu'on s'est donné les moyens d'y arriver. Et ça, chacun doit trouver son équilibre. Il ne s'agit pas non plus de dire qu'il faut travailler de 7 heures du matin à 11 heures du soir, pas avoir d'amis. Alors ces temps-ci, faire la fête et voir des amis, c'est un peu compliqué, mais on sait qu'on est dans une période assez temporaire. Et donc, c'est trouver un bon équilibre par rapport à
à ce qu'on a envie de faire avancer. Et il faut bien se rendre compte aussi que vous rentrez, je parle à tous les jeunes qui nous écoutent, entre la seconde et puis les 2 premières années d'études supérieures, s'ils en font, quelle qu'en soit la forme, c'est sans doute le moment où votre investissement en temps et en engagement a le meilleur retour sur investissement. C'est là que vous vous ouvrez le maximum de portes. C'est le moment où vous avez la plus grande facilité à apprendre. C'est le moment où vous pouvez assez librement, sans que personne vous en veuille, vous intéresser à plein de choses. Et finalement, en élargissant le champ des possibles, en vous engageant à ce moment-là, vous donnez finalement plein d'opportunités pour plus tard. Des opportunités qui sera certes possible, mais beaucoup plus compliqué d'avoir à cette ampleur si vous vous y mettez à 30 ou 35 ans. Ça, c'est très clair. Le fonctionnement du marché du travail comme de notre cerveau, c'est vraiment maintenant que, avec un effort finalement raisonnable, vous allez rendre le maximum de choses possibles. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu de cette période. Il y a un peu trop longtemps, malheureusement, mais c'est ce que j'ai retenu de cette période. Très intéressant. On va avancer parce qu'il ne reste plus que 5 minutes et on a encore des questions à vous poser. J'ai l'impression que on a parlé de votre vie de chef d'entreprise qui est de lire des notes, de rencontrer ses équipes, de négocier avec des clients. Mais moi, j'ai un peu fouillé sur Internet. Je vous le cache pas, Alexandre Sobo. Et j'ai découvert plusieurs images de vous à la télé avec des personnalités. Donc là, en bas à gauche, on vous voit avec la ministre, l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Voilà. Est-ce que vous avez l'habitude, est-ce que c'est fréquent dans votre quotidien de passer à la télé, de passer et de rencontrer des personnes connues? Est-ce que c'est quelque chose que les chefs d'entreprise font beaucoup? Écoutez, alors d'abord, c'est difficile de parler pour tout le monde. Je pense que c'est une question de choix. Moi, j'ai effectivement, il y a un peu moins de 10 ans, même pas 5 ans, fait le choix compte tenu de ce que j'avais fait beaucoup pour l'entreprise et que j'avais une très bonne équipe, d'essayer de donner un peu de mon temps pour l'intérêt général. Alors, l'intérêt général du monde des entreprises et du monde patronal, en travaillant avec Pierre Gattaz au MEDEF, en prenant la présidence de l'UMM, là depuis quelques mois en étant président de France Industrie, pour quelque part faire la promotion de ce secteur industriel que j'aime passionnément, qui apporte beaucoup au pays. Cet endroit où on fabrique, en fait, un pays qui ne fabrique plus rien, c'est un pays qui se dessèche et qui dépérit. Et donc, il faut évidemment pas que de l'industrie, mais c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Et au fil de l'eau de ces prises de responsabilité, vous avez effectivement l'occasion de rencontrer des gens qui décident, de passer à la télé pour donner votre avis. Alors, au début, c'est pas facile, hein, même à la fin d'ailleurs non plus. On ne s'habitue jamais complètement. Dans l'idée de partager mon expérience et d'essayer de rendre un peu à la collectivité tout ce qu'elle m'avait apporté. Vous l'avez dit, j'ai eu la chance de faire plein de choses passionnantes. Je dirige depuis 15 ans une entreprise pleine de collaborateurs formidables qui m'emmènent aux 4 coins du monde, qui m'envie d'apprendre et de découvrir beaucoup de choses. Et donc de partager un peu de cette expérience, de la remettre au service de la collectivité pour faire avancer la cause de l'industrie. Alors l'UMM n'est pas un constructeur automobile, c'est une organisation professionnelle qui regroupe à peu près la moitié de l'industrie française. Et France Industrie est encore au-dessus de ça et ça regroupe la totalité de l'industrie française. Alors on va... Voilà, donc après, non, passer à la télé, très sincèrement, on n'aime jamais, mais c'est un moment où c'est un moment nécessaire pour partager des idées, pour convaincre, pour essayer de toucher le plus grand nombre, parce que évidemment, il y a plein de choses, il y a plein de gens à convaincre, il y a plein d'éléments à partager. L'industrie, on l'a vu à travers tout ce qu'on y fait, c'est des choses compliquées. Et puis, on n'en parle pas toujours que en bien, même s'il s'y fait plein de choses formidables. Et donc, tout ça participe effectivement de cette dernière partie de ma vie où j'ai rallongé les journées, où j'ai bénéficié de la compréhension de ma femme et de l'extraordinaire engagement de mes collaborateurs pour dispenser une part non négligeable de mon temps pour servir l'intérêt général. Ce qui m'a amené dans le panier d'une nacelle avec un Premier ministre, assis à côté d'une ministre de l'Éducation nationale pour signer une convention pour promouvoir l'apprentissage et le travail des jeunes dans nos entreprises, ou bien, comme vous le voyez ici ou là, effectivement défendre des positions
dans les moyens modernes de communication. Effectivement, vous avez en fait un métier dans votre métier, là, on peut dire une deuxième phase de votre vie professionnelle. Et je pense que ce sera intéressant, vu votre position au sein de France Industrie, donc qui représente en fait l'ensemble des entreprises de ce secteur, que vous nous en disiez peut-être un peu plus sur c'est quoi l'industrie en fait, parce qu'on a essayé de le définir avec Victor en introduction, mais je pense que vous le présenterez peut-être mieux que nous. Bon, c'est forcément difficile, mais pour moi, l'industrie, c'est tous les gens qui fabriquent quelque chose. C'est-à-dire, à la fin, il y a quelque chose dans les mains. Vous avez un parpaing, vous avez une puce électronique, vous avez un téléphone, et derrière ça, tous les gens qui contribuent à des morceaux. Donc, on parlait d'une nacelle élévatrice. Vous avez, je crois qu'il y a encore une photo à l'écran. Vous avez des pièces métalliques, donc il faut des gens qui coulent le métal. Il faut derrière des gens qui le mettent en forme. Après, il faut des gens qui l'assemblent. Donc, autour du mot fabriquer, je pense qu'on définit assez bien ce qu'est l'industrie au sens large. Et après, pour fabriquer quelque chose, il faut le concevoir. Donc, vous avez tous les gens qui vont réfléchir, penser. Vous avez effectivement des problèmes de casse. Il faut pas que ça casse, donc il faut faire des calculs, il faut bien le dimensionner. Mais je dirais l'industrie, pour moi, c'est les gens qui fabriquent. Et dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin d'énormément de choses. Par exemple, j'entendais tout à l'heure, en attendant, que les gens se demandaient où était la chimie. Mais la chimie, elle est au cœur de l'industrie. La chimie, c'est ce qui va vous permettre de faire le verre résistant de votre smartphone. La chimie, c'est les principes actifs qui vont vous permettre d'avoir des médicaments ou des outils. Donc, on retrouve tout ça, et ça, c'est, on fabrique. On fabrique une poudre, on fabrique du verre, on fabrique un nouveau matériau, et puis, avec les exigences des clients, les exigences environnementales, la nécessité de limiter au maximum les pannes ou les choses qui cassent, sans cesse, on va essayer d'améliorer ce qu'on a fait. Donc, on avait fait quelque chose qui était pas mal, et puis dès que c'est fait, on se dit, mais alors, le client peut le casser, qu'est-ce qui marche pas très bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Donc après, à partir de choses finalement simples ou compliquées, on va essayer en permanence de les améliorer. Donc, c'est une formidable leçon d'humilité parce qu'on n'est jamais au bout. Et en même temps, c'est une formidable opportunité parce que comme vous n'êtes jamais au bout, il y a toujours un truc nouveau à faire, un nouveau défi à relever, quelque chose que les autres n'ont pas fait. Vous regardez des grands secteurs dont on parle, hein, on peut parler des téléphones. Hein. Je veux dire, si vous vous souvenez, le premier téléphone portable, il faisait 3 kilos et on portait une valise. Hein. Et aujourd'hui, on fait tout avec un engin qui fait quelques centaines de grammes, voire à peine, qui vous permet de regarder vos mails, d'échanger avec vos amis, de passer des... Finalement, le téléphone est devenu une fonction annexe. Tout ça, en fait, c'est le reflet de ce qu'est l'industrie qui va écouter le client et qui va sans cesse, avec les savoir-faire et les technologies, essayer de fabriquer quelque chose qui est plus performant et qui répond mieux aux besoins des clients. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Et c'est aussi pour ça qu'il y a tellement de choses formidables à y faire. Et on va aller, formidable, et je crois qu'on va le découvrir toute cette semaine parce que on a plus d'une dizaine de professionnels qui vont être interviewés à la suite de vous et dès 11h d'ailleurs. Et avant, on arrive à la fin de cette interview. Et avant de vous quitter, parce que c'est une question à laquelle vous ne pouvez pas couper, qui revient systématiquement, c'est combien êtes-vous rémunéré? Quel est votre salaire en tant que chef d'entreprise de All Group? Je gagne 30 000 euros net par mois et l'État m'en prend un tiers en impôts sur le revenu. Donc, pour donner un ordre de grandeur à nos collégiens, 30 000 euros net par mois, ça fait à peu près 400 000 euros par an et un tiers qui est reversé à l'État en impôts. 360. 3 fois 12, 36. J'ai fait une école d'ingénieur, donc. Mais oui, c'est ça l'ordre de grandeur. Très bien. Merci en tout cas, un grand merci de vous être prêté au jeu de cette interview. Merci beaucoup. Ça a été une discussion très riche. Moi, personnellement, c'était la première fois que je rencontrais un chef d'entreprise d'une boîte d'une telle envergure. Donc voilà, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance et d'avoir pu vous poser toutes ces questions sur votre métier. J'espère que les collégiens et collégiennes en ont retenu un certain nombre de choses, qu'ils ont pris plein de notes. On va vous inciter à prendre des notes toute la semaine. Donc allez-y, notez tout ce que vous avez vu dans le chat, tout ce que Monsieur Sobo vous a dit. Et je précise aux collégiens qui sont avec nous que vous pouvez retrouver aussi la présentation de Monsieur Sobo dans les documents à télécharger en haut à gauche de votre écran. Bon, on libère pour la pause et un grand merci, Monsieur Sobo. Merci beaucoup, Monsieur Sobo. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont écouté. J'étais ravi de participer à cet événement. Bonne journée et bonne semaine alors pour vendre et promouvoir. Très bonne journée. Au revoir, monsieur.